Merci de nous suivre sur ICI Beyrouth et bienvenue à ICI Echo. Le dossier de la présence massive des réfugiés syriens au Liban est revenu en force sur le tapis à cause d'une succession d'événements de nature qui a renforcé la tension sur le terrain. On cite le ras-le-bol de travailleurs libanais face à la concurrence syrienne, le tollé qui a suivi, côté syrien, l'expulsion par l'armée libanaise d'une soixantaine d'individus entrés illégalement dans le pays et, côté libanais, l'affaire de faux extraits d'état civil libanais accordés à des nouveau-nés syriens. La situation est existentielle et non politique, alors que la communauté internationale prône une feuille de route nécessaire pour la sortie du Liban de la crise. Mais le Liban a payé le prix fort en accueillant les réfugiés syriens. Il en a subi plus que ses capacités, et ce, sur tous les plans. Les réfugiés doivent rentrer chez eux en toute sécurité. C'est une priorité pour la construction de l'État. Et d'autre part, le pays reste dans une impasse politico-économique où les difficultés s'accumulent et se multiplient au quotidien et qui ne font que s'intensifier et intensifier la crise, rendant toute solution encore plus difficile et compliquée. Durant cet épisode, nous nous pencherons sur les questions liées à l'impact économique et social de la présence des réfugiés syriens au Liban avec le directeur exécutif du groupe de pression Civic Influence Hub CIH, Ziad Saïr, et nous nous pencherons sur l'actualité économique ainsi que sur le secteur commercial avec le président de l'association des commerçants de Beyrouth et le secrétaire général des organismes économiques au Liban, Nicolas Chamas. Et voilà, on aborde directement le dossier des réfugiés syriens au Liban, les questions liées à l'impact économique et social de la présence de ces réfugiés syriens avec le directeur exécutif du groupe de pression Civic Influence Hub, CIH, Ziad Saïr. Monsieur Ziad Saïr, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi expert en politique publique et matière des réfugiés. Merci, Maurice. Bien voilà, directement, la crise des réfugiés syriens au Liban date depuis 2011. Pourquoi nous envisageons en cette crise cette situation critique au niveau démographique, économique, social, sécuritaire après 12 ans? Depuis 2011, les gouvernements libanais successifs ont traité la crise des réfugiés syriens avec improvisation, populisme et démagogie. Ils n'ont pas organisé ni l'arrivée des réfugiés, ni leur présence, ni adopté une politique diplomatique pour le retour. Ces gouvernements successifs n'ont pas accepté l'établissement d'abris temporaires aux frontières. Le nombre de réfugiés n'a pas été unifié. Ils n'ont pas distingué entre les travailleurs et les réfugiés. Ils n'ont pas accepté une signature d'un protocole de coopération avec le Haut Commissariat aux réfugiés. Les passages illégaux n'ont pas été saisis. Ils n'ont pas demandé que le dossier des réfugiés et du retour soit inclus dans le processus de négociation de paix à Genève, qui est géré par les Nations Unies. Le plus important est qu'il y a un groupe libanais avec un agenda iranien qui a contribué au déplacement du peuple syrien. Pas tout simplement vers le Liban, mais vers la Jordanie et la Turquie aussi. Le plus dangereux est qu'aucune étude de la capacité d'absorption au Liban a été faite. Nous sommes ici au niveau démographique, social, économique, sécuritaire, pour des raisons d'une mauvaise gouvernance, mais aussi d'une incompétence et d'un agenda qui n'a rien à faire avec la sécurité nationale libanaise et la sécurité humanitaire du peuple libanais. Et quel est le rôle donc du gouvernement pour favoriser une politique de retour des réfugiés syriens en Syrie, tout en atténuant la tension avec le peuple libanais à tous les niveaux? Le gouvernement intérimaire est soucieux de comprendre la nature des transformations de la cause des réfugiés syriens depuis 2011, qui est passée du fardeau économique, social, financier au danger démographique existentiel. Et il y a des mesures de politique publique qui doivent être prises sur la base d'un choix souverain, tout en respectant le droit humain international. C'est-à-dire la mise en œuvre des lois libanaises en vigueur en coordination avec les Nations Unies, puis ouvrir
la voie diplomatique du retour. Cependant, à mon avis, il y a ceux qui travaillent à élever la tension entre les réfugiés et le peuple libanais. Et ça, c'est lié à des fins politiques qui n'ont rien à faire aussi avec la stabilité du Mhm. Liban, les droits du peuple libanais, mais aussi le droit de retour des réfugiés syriens en Syrie. Mais donc, qui a intérêt à ne pas faciliter le retour des réfugiés syriens? C'est le régime syrien, donc le régime de Bachar al-Assad, la communauté internationale, certains partis politiques au Liban. Qui est responsable? Qui a intérêt à ne pas faciliter le retour de ces réfugiés? Il y a 6 millions de réfugiés syriens en Turquie et en Jordanie, dont environ 1,5 million au Liban. Mhm. À qui profite leur non-retour? Et celui qui veut un fait accompli démographique en Syrie. Et c'est une question complexe aux dimensions géopolitiques Mhm. sectariennes. La Russie a tenté avec l'initiative de 2018 de faciliter le retour des réfugiés. Est-ce qu'elle a réussi? Quant à la communauté internationale, et en particulier aux Nations Unies, à l'Union européenne, elles doivent comprendre la nature des changements démographiques en Syrie tout d'abord et faire pression sur le régime syrien et sur les forces de facto qui se trouvent en Syrie pour faciliter le retour des réfugiés. La solution passant par l'aide humanitaire pour les réfugiés et les pays d'accueil n'est plus utile. Mhm. Sinon, nous allons envisager une explosion à tous les niveaux. Au niveau libanais, vous accusez qui? Euh, Sûrement les gouvernements successifs depuis 2011 et surtout les partis politiques qui ont adopté une approche populiste, démagogique, qui n'a rien à faire avec la politique publique. Et ces mêmes partis politiques sont en train maintenant de parler de la nécessité de retour des réfugiés syriens, Mais il faut les bien nommer. Mais que permettez-moi de les nommer. C'est ce qui? n'était jamais le Oui, cas. oui, mais il faut bien les nommer. Quand on dit des partis politiques Je pour suis, pour ne pas juste, pour ne pas je juste suis, je, ouais, oui, rester dans l'inconnu. Mais c'est qui alors? je vais être très clair. C'est l'alliance entre la mafia et la milice au Liban. Hmm, C'est-à-dire surtout l'alliance qui a été depuis 2011 entre le Hezbollah et le Free Patriotic Movement. hmm. Parce que moi, je ne suis pas observateur aussi. J'étais au sein de la discussion de l'établissement d'une politique publique, surtout entre 2016 et 2018. Et ça n'a jamais été adopté, cette politique publique, pour des raisons politiques, populistes, pour un agenda régional aussi, qui n'a rien à faire avec l'intérêt du Liban et l'intérêt du retour des réfugiés. Mais pour Monsieur Gibran Bassi, pour lui, il était le premier à dire que voilà, depuis 2011, avec le début de la guerre en Syrie, c'était le seul qui avait demandé et insisté à une construction de camps de réfugiés. Et personne n'a répondu positivement. Il a, il a refusé d'établir des abris temporaires aux frontières Hmm, entre la Syrie et le Liban et il n'a pas accepté la politique publique qui a été préparée entre 2016 et 2018. Et on peut reprendre ensemble toute la discussion au niveau du comité interministériel où on a vraiment saisi cette difficulté avec le hmm. Hezbollah et le Free Patriotic Movement, représenté par le ministre Jobran Bessil en ce temps-là, d'adopter une telle politique publique compréhensive. Donc, vous voulez dire qu'à nos jours, aujourd'hui, vous rendez responsable le Hezbollah ses alliés et ex-alliés, soi-disant, le Coran patriotique libre de M. Gibran Bassil. Jusqu'à nos jours, ils sont responsables face à ce dossier-là et ils sont responsables aussi au niveau de ne pas faciliter le retour de ces réfugiés syriens en Syrie. Mais surtout qu'il y a 600 000 réfugiés syriens qui peuvent rentrer maintenant à Kalamoun, à Zabaden et à Koussair. Hmm, Qui occupe cette région-là? C'est une simple question dont on a besoin d'une réponse. mhm.
Mais aussi, quelle est l'efficacité d'une contribution internationale à travers les Nations Unies, peut-être, pour faciliter le retour de ces réfugiés, surtout avec le parallélisme affectant la démarche vers une solution politique en Syrie? L'ONU s'attache à faire pression pour une solution politique euh, en Syrie, ce qui faciliterait sûrement dans le futur le retour des réfugiés syriens. Mhm, Mais en conclusion, nous devons mettre en garde contre toute tension violente qui pourrait être exploitée à des fins politiques au Liban. Et voici le recours aux forces militaires et sécuritaires au Liban, ainsi qu'aux forces sociétales vivantes en collaboration avec les Nations Unies pour empêcher la mise en œuvre d'agendas malveillants basés soit sur ce que nous voulons ou le désordre. Alors, l'ONU n'a pas réussi jusqu'à maintenant à faciliter une solution politique à la crise syrienne, mais on doit tous ensemble travailler avec l'ONU pour mettre en priorité le dossier des réfugiés syriens basé sur un retour volontaire et garanti au mhm, niveau légal, sécuritaire et socio-économique. mhm. Le directeur exécutif du groupe de pression Civic Influence Hub, CIH, Ziad Saïr, aussi vous êtes expert en politique publique et matière de réfugiés. Je vous remercie. Merci. Et voilà, on passe directement au dossier économique avec l'actualité économique avec Nicolas Chamas, président de l'Association des commerçants de Beyrouth et le secrétaire général des organismes économiques au Liban. Nicolas Chamas, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. Merci pour votre invitation. Merci. En ce qui concerne le dossier des réfugiés, pour commencer où on a terminé avec M. Ziad Saïr, vous rendez qui responsable à propos de ce dossier-là, de la crise des réfugiés syriens aujourd'hui au Liban et comment traiter avec ce problème? Je pense en particulier à deux responsables, l'État libanais et la communauté internationale. De prime abord, en 2011, nous avions, en tant qu'association des commerçants de Beyrouth, pris toute la mesure de la gravité de ce phénomène, parce que graduellement, ça s'étendait d'abord aux régions périphériques, et ensuite ça a fini par couvrir tout le Liban, et ensuite ça a progressé de proche en proche dans certains secteurs, et en fin de compte, tous les secteurs de l'économie libanaise ont été en souffrance, à tel point qu'en 2014, nous avions fait avec la MTV une campagne de sensibilisation et d'information. Pour dire attention. Pour dire d'abord à l'État, à l'opinion publique, mais à l'État libanais, que nous avions déjà prévu une hécatombe économique. Et en fin de compte, nous voyons que ce que nous avions prévu est bien au-deçà de la réalité. Donc l'État libanais a démissionné depuis lors sur tous les plans, le plan sécuritaire, le plan politique, le plan économique. Ils n'ont pas fait un tant soit peu, au moins semblant de protéger la main-d'œuvre libanaise, les secteurs productifs libanais, ce qui fait aujourd'hui qu'il y a, on peut dire, un cycle économique complet syrien, c'est-à-dire les fournisseurs, les financiers, les patrons, les employés, les clients, tout ça, donc ça devient un système économique, une chaîne économique qui cannibalise la chaîne économique libanaise. Vous pensez qu'au moment où le gouvernement et les autorités ont démissionné face à cette responsabilité, ça a été planifié ou ça a été fait d'une façon peut-être stupide? Je pense qu'il s'agit d'abord d'une négligence criminelle, mais je ne peux pas écarter non plus complètement peut-être les non-dits, peut-être certaines intentions qui étaient de nature communautaire, de nature religieuse, de nature démographique. Tout cela n'est pas absent. Parfois également de nature stratégique, parce que vous voyez, il y a certains Libanais qui pensent que la Syrie et le Liban forment un pays. Donc notre slogan, vous vous rappelez que le défunt président Assad avait dit que le Liban et la Syrie sont un peuple dans deux États. Nous avons dit qui nous excuse ici. Exactement. Nous avons dit qu'une économie, pour jouer un peu sur les mots, une économie ne suffit pas à nourrir deux peuples. Mais vous pensez que l'économie libanaise, avec les dépôts des Libanais et les devises étrangères de la Banque centrale, on a financé la Syrie durant la guerre? Certainement, d'une façon ou d'une autre. Avec les subventions, nous avons subventionné la contrebande. D'abord, nous avons subventionné les déplacés sur place,
qui profitaient, comme vous le dites, donc de l'électricité, des écoles, des systèmes de soins, de l'infrastructure routière, de l'essence qui était subventionnée, tous les produits libanais, le pain, tout cela était subventionné. Et donc, naturellement, la facture est énorme et ça se mesure en milliers, je veux dire en dizaines de milliards de dollars. Malheureusement, le gouvernement libanais, et ça c'est un autre reproche, n'a pas fait le nécessaire pour négocier, disons, au moins une assistance internationale, comme la Turquie a pu le faire, pour venir en aide à ce pauvre pays et l'aider à alléger un peu ce fardeau. La communauté internationale a joué aussi un sale tour au Liban, parce que nous sentons jusqu'à aujourd'hui qu'il y a c'était une velléité, mais aujourd'hui ça devient quasiment une volonté de les maintenir dans les pays où ils sont présents sur place. Mais je ne comprends pas comment, disons, des pays scandinaves font tout pour essayer de rapatrier des milliers de déplacés, alors que ceci est interdit au Liban. Et on a vu ce qui s'est passé en Italie aussi. Exactement, exactement. Et je dois vous dire ici que la droite ou l'extrême droite qui est arrivée au pouvoir en Europe, dans divers pays durant ces 10 dernières années, et même le Brexit, tout cela n'est pas étranger au phénomène migratoire. Pourquoi ce qui est permis chez les autres est interdit chez nous? Donc la question syrienne, cette dimension est essentielle si on veut comprendre ce qui s'est passé dans le pays, en ce qui a trait à c'est clair, vous l'effondrement. rendez qui responsable de un, et on s'attend à quoi? Une explosion sociale, au niveau sécurité, au niveau économique. Vous êtes des commerçants, vous savez très bien aujourd'hui le marché, une très grande facture qui est en train d'être payée due à la crise des réfugiés syriens au Liban. Mais premièrement, vous rendez qui responsable? La communauté internationale, c'est clair, mais des partis politiques libanais aussi. La classe politique libanaise dans son ensemble. Naturellement, je ne peux pas intégrer tout le monde. Des personnes opportunistes aussi qui ont profité de cette crise. Il y en a qui agissent par opportunité. Il y a beaucoup d'intérêts. Il y a des ONG qui se sont, disons, construites, qui ont vécu, qui ont prospéré et qui vont faire la guerre pour laisser ces réfugiés au Liban. Tout à fait. Tout cela est possible. Et d'ailleurs, la guerre n'est pas exclue, parce que nous avons vécu ça avec les Palestiniens. Et la question palestinienne a commencé par les chiffres. Les Palestiniens ont parlé de 400 000 au maximum. Aujourd'hui, nous sommes à 2 80 000. Donc, même quantitativement, nous en sommes à 5 fois plus. Donc, on s'attend à quoi? Ensuite, c'est une population de jeunes, M. Maurice. Rappelez-vous que les personnes âgées de 12 ans, la classe d'âge de 12 ans et moins, représente 48% de la population, c'est-à-dire qu'elle a quasiment doublé pendant la présence au Liban. Naturellement, les Libanais sont responsables. Et là, j'entends des voix discordantes, malheureusement, des leaders politiques qui essaient de trouver des explications, même des justifications pour empêcher leur retour en Syrie. Et c'est quelque chose d'inacceptable. Par exemple, ils ne sont pas les seuls responsables de la crise économique. Mais qui a dit qu'ils étaient les seuls responsables? Mais est-ce que c'est un motif pour les laisser sur place? Certainement. Donc, ce sont des justifications qui sont inacceptables. La première chose à faire, c'est peut-être même plus important que l'élection d'un président, se mettre d'accord sur un consensus pour qu'il y ait un retour. Un plan de retour. Un plan de retour, naturellement, dans le respect des droits de la personne, des droits humains, dans la dignité, dans la sécurité, vers la Syrie. La Syrie et nous sommes condamnés à vivre ensemble pour le reste, pour une très très longue période. Donc, il n'est pas question d'agir par racisme ou par toute autre considération. Il faut simplement que chacun des deux pays prospère sur sa terre. Et le Liban... Et pour les personnes qui disent que voilà, vous les Libanais, vous êtes racistes parce que vous dites tel ou tel ou tel, ou vous êtes en train de pousser vers un retour soi-disant exceptionnel, ou bien un retour forcé de ces réfugiés en Syrie. La langue française est très riche. En arabe, on dit « watane » pour les patriotes et les nationaux, alors qu'en français, on peut être nationaliste, ça c'est l'extrême droite, ou on peut être patriote. Notre discours est un discours patriote en faveur du Liban. La Syrie ne peut pas exister en paix si le Liban s'infecte, si le Liban redevient un foyer, disons, de terreur, de guerre, etc. Il faut qu'il y ait une pacification au Liban pour que la Syrie puisse se reconstruire en bonne intelligence avec son voisin. Et les Libanais sont prêts à venir en aide en Syrie parce que nous avons vécu, disons, l'étape post
guerre au Liban. Le Liban peut apporter beaucoup à la Syrie, mais il faut que chacun, disons, chez soi, garde ses ressources chez soi. Les ressources libanaises, surtout après l'effondrement du 17 octobre, sont extrêmement limitées. Donc il n'y a aucun moyen de les diviser sur deux peuples, alors qu'il y a un déséquilibre flagrant. Le peuple libanais, c'est 4-5 millions et le peuple syrien, c'est au-delà de 20 millions. Il faut remettre les choses en ordre, remettre les choses en perspective. Et j'attends du prochain président de la République qu'il mette cette question en tête de liste des priorités. Parce qu'une grande partie de nos problèmes économiques, et là je n'exogénère pas les Libanais, je n'exonère pas les Libanais, une grande partie est exogène, c'est-à-dire qu'elle vient de l'extérieur des frontières. Vous voyez? Aujourd'hui, certainement, c'est primordial d'avoir un président pour le Liban, aussi le dossier des réfugiés, mais le plan de redressement est aussi primordial. Les négociations avec le Fonds monétaire international, c'est aussi important. Mais vous pensez quoi des plans de redressement, soi-disant de redressement, qui ont été présentés par les deux gouvernements de Hassan Diab et de Najib Mikati? Pas de Najib Mikati, de Saad Hachemi. Tout à fait. La précision est importante. D'abord, parlons du plan de Hassan Diab. Hassan Diab a commis des erreurs monumentales et je pense que les péchés, non pas des erreurs, les péchés qui ont été commis après le 17 octobre sont de plus grande ampleur que ceux commis auparavant. Donc c'est la gestion de la crise. La gestion de la crise, dont par exemple... Qui nous a coûté plus que la crise. Exactement. Le fait donc de s'abstenir de payer les eurobonds en mars 2020 et dans la foulée, le plan de Lazare qui, disait sans le dire, sans le nommer... Vous étiez contre de façon agressive. La liquidation du système bancaire libanais et, disons, de l'élimination d'une grande partie des dépôts, sans le dire de cette façon aussi claire. Donc, naturellement, les instances économiques, une grande partie des parlementaires, etc., se sont dressés contre cet état des choses, car nous savons, l'économie, la science économique nous apprend qu'en cas de crise, si la crise économique et financière est accompagnée d'une crise bancaire, le pays mettra peut-être 20 ans de plus à se redresser. Surtout dans un pays comme le Liban, où le système bancaire sert d'intermédiaire, vous voyez, entre les ressources, disons, pour la répartition des ressources. Donc, c'est pour ça que l'on s'était élevé contre le projet de Hassan Diab. Et malheureusement, avec Mikati, on a donné un temps... Précisez ça avec Saad Hachemi. On a donné avec Saad Hachemi, on a donné un certain état de grâce. On a attendu un peu quelques mois, mais malheureusement, très vite, ils sont revenus aux fondamentaux du plan Lazare. Et déjà, c'est avec l'élimination des dépôts. Et avec l'élimination d'une grande partie des dépôts. Et vous vous rappelez peut-être que, même avec vous, M. Maurice, à plusieurs reprises, il y a déjà un an, dès l'annonce de l'accord, le SLA, le Staff Level Agreement, moi j'avais dit que cet accord, avec le Fonds monétaire international, l'application ne verrait pas le jour. Pour une raison très simple, c'est la question des dépôts. C'est, comme on dit, l'éléphant dans la salle. C'est quelque chose d'inimaginable. Dans le Liban, l'intermédiation bancaire est essentielle parce qu'il n'y a pas de marché financier développé. Vous avez présenté, en tant qu'organisme économique au Liban, vous avez présenté un plan de redressement alternatif avec une répartition des pertes, une garantie de remboursement des dépôts, les discussions avec le Fonds monétaire. Il faut commencer d'où? Il faut commencer par la hiérarchisation des responsabilités. Parce qu'une telle crise, naturellement, il y a beaucoup de responsables. Le premier responsable, c'est l'État. L'État... Ce n'est pas les banques? On arrive aux banques. Ouais. On commence par l'État. L'État dans les deux branches, législative et exécutive. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on votait la loi, et surtout la loi sur le budget, il y avait des déficits qui s'accumulaient. Et durant les 10 dernières années, il n'y avait même pas de loi budgétaire. Donc, il n'y avait vraiment aucun contrôle financier à ce niveau. L'autre responsable, c'est naturellement le gouvernement, qui avait également décidé de maintenir la stabilité de la livre libanaise. Tous les chefs de gouvernement et tous les présidents de la République successifs ont insisté, et peut-être pas à tort, à continuer avec un taux de change de 2500 stable. Il y avait naturellement un traumatisme durant la guerre. En sortant des années 80, au début des années 90, le salaire d'un professeur d'université était de $50. Donc je comprends la motivation, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'avait pas les moyens de notre politique. Le Liban ne produit pas de dollars.
Alors, ils ont donc tendu la main sur les dépôts, l'épargne des Libanais. Et donc, ceci était inacceptable. Donc, l'État, dans les deux branches, est responsable. Ensuite, la Banque centrale est responsable, mais dans une moindre mesure, parce que la politique monétaire est réactive, alors que la politique financière est proactive. Donc, la Banque centrale... Mais vous voulez dire ici que Riyad Salemi n'est pas le responsable? Non, certainement pas. Il est responsable, et je ne parle pas de lui, je parle de l'institution, parce qu'on oublie qu'il y a un conseil central. Un conseil. Exactement, qui est composé de 7 personnes, qui, lui, d'une façon ou d'une autre, détermine et applique les politiques. Rappelez-moi, M. Alain Bifani était là-bas? Je suppose qu'il il était là-bas pendant... Juste pour se rafraîchir un peu la mémoire. Pendant toute cette période. Donc, il ne faut pas se cacher derrière notre doigt. Tout ça pour dire que la politique monétaire est certainement responsable quelque part, mais on lui fait les mauvais procès. Par exemple, l'ingénierie financière est quelque chose d'acceptable dans le monde entier. Dans le monde entier, naturellement, sous des déclinaisons différentes. Que s'est-il passé au Liban? Au Liban, on se rappellera qu'en 2016, en l'été 2016, 2 ans avaient passé avec un vide à la tête de l'État. Donc la Banque centrale subissait une certaine hémorragie des devises. Donc entre 2011 et 2016, il y a eu une sortie d'à peu près 10 milliards de dollars. Vous voyez? Donc il fallait faire quelque chose. La seule chose, si le dollar ne vient pas chez vous spontanément, il faut aller le chercher. Comment vous le cherchez? Avec des taux d'intérêt élevés. Et donc avec les ingénieries financières, des encouragements aux banques. Mais est-ce que ces ingénieries financières étaient aussi coûteuses? Pas autant qu'on le dit, parce que d'abord, la rémunération des banques et des clients a été faite en livres libanaises. Ça, on a tendance à l'oublier. Ce qui a été fait, et vous le savez parfaitement, M. Maurice, les dollars sont venus de l'étranger, ils ont été parqués à la Banque centrale, et donc il y a eu un assèchement de tout ce tuyau qui conduit donc les dollars vers l'intérieur du pays, et la rémunération aux banques et aux déposants s'est faite en livres libanaises. Mais pour toutes les personnes qui disent aujourd'hui que les personnes qui ont profité de ces ingénieries financières doivent payer, doivent rendre l'argent. Mais l'ingénierie, si un temps soit peu... Le gain qui a été fait. Si les personnes en question comprennent exactement de quoi il s'agit. D'abord, parlons des banques. Les banques ont, disons, conservé à peu près 40% et les déposants 60 ou 70%. Ça, c'est d'abord le produit donc, de cette ingénierie financière. Ensuite, les banques ont été obligées de garder cet argent dans des instruments dits de soutien du capital, en livres libanaises, et donc elles n'ont pas eu le droit de le changer en dollars. Et en fin de compte, en 2019, tout s'est effondré. Donc, les banques ont souffert une perte totale. Et en plus de cela, elles ont payé un impôt de 850 millions de dollars en 2018 au titre de l'ingénierie financière. Le seul bénéficiaire de l'ingénierie financière, c'était l'État libanais et la société libanaise, parce que cet argent qui était rentré est en train d'être utilisé encore aujourd'hui pour l'achat des denrées essentielles et pour le soutien, ce qui reste de l'État. Revenons au plan de redressement. Donc voilà, il faut commencer d'où? Le plan de redressement, nous disons que oui, il faut qu'il y ait une répartition des pertes. Ouais. Alors que le plan de Est-ce qu'il faut appeler cela des pertes? Effectivement, ce sont des pertes? Ce ne sont pas des pertes, c'est une dette souveraine qui a été accumulée par l'État pendant 30 ans, mais d'une façon ou d'une autre, par un coup de baguette magique, l'État libanais a décidé de les appeler pertes pour les faire assumer à quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, c'est les déposants et les banques. Vous voyez? Donc, la première, si vous voulez, réaction des instances économiques était de dire, quand même, nous sommes dans un pays de droit, nous avons une constitution. L'article 15 de la Constitution prévoit la protection de la propriété privée. Et l'épargne des Libanais est une propriété privée par excellence. Donc on a dit non à la mise en danger de l'épargne des Libanais. À partir de ça, on a dit il faut donc en proportion des responsabilités, c'est-à-dire que l'État assume une partie, non pas en vendant des actifs. Nous sommes contre la vente des actifs de l'État, nous sommes pour, disons, la mise en valeur des actifs de l'État, la mise en fonctionnement, une meilleure gouvernance. Et, disons, ce meilleur fonctionnement des propriétés de l'État peut faire entrer de l'argent, dont une partie peut aller naturellement vers le Trésor, comme ce qui est tout à fait logique, mais une autre partie, la partie
excédentaire peut servir, disons, de réservoir pour alimenter un fonds de restitution. Donc vous voulez me de dire ici l'épargne. que oui, on peut garantir et rembourser les dépôts des déposants. Pas tous les dépôts, c'est une bonne question, mais là je vais m'arrêter donc sur les détails. Nous pouvons restituer des dépôts. Dans notre étude, spécifiquement, nous avons dit que nous arriverons à restituer 72% des dépôts. Naturellement, nous parlons du principal. On ne parle pas d'intérêt ici, on parle du principal. Et sur une période donnée, entre 7 et 10 ans. Ensuite, une partie sera restituée en livres libanaises au taux de change parallèle et une autre partie en dollars. Le plan du gouvernement s'attarde surtout et se focalise surtout sur les dépôts de 100 000 dollars et en dessous. Alors que nous disons non, il ne faut pas faire une distinction, il ne faut pas faire une discrimination. Mais c'est illégal aussi. C'est tout à fait illégal. C'est tout à fait illégal. C'est contre la Constitution. C'est discriminatoire. Il faut protéger tous les dépôts. Et donc, à partir de là, les dépôts de 100 000 en deçà seront restitués un peu selon la circulaire 158, c'est-à-dire mensuellement, une partie en dollars, une partie en LL, et la partie en dollars sera partagée par la BDL et par les banques commerciales. Donc ça, c'est la partie de 100 000 et moins. Pour les autres, il y aura un bon de recouvrement dans un fonds, et ce fonds ne sera pas, disons, ce ne seront pas des coupons. Il n'y aura pas un délai de maturité. Ça prendra le temps que ça prendra. Il se peut que ça prenne 7 ans, il se peut que ça prenne 12 ans, mais ce fonds servira à alimenter, à restituer les dépôts. Le maître mot de tout cela, M. Maurice, c'est la confiance. Avec, disons, le plan étatique, la confiance disparaît, puisqu'on va rayer la confiance du vocabulaire, et il n'y aura pas un seul investisseur ou un seul épargnant qui aura encore le courage de revenir au Liban. Mais les marchés financiers ont la mémoire courte, on le voit dans le monde entier. Si on ne fait pas violence aux épargnants libanais, moi je vous garantis que l'argent commencera à revenir au Liban. Et une restructuration du secteur bancaire est inévitable. Oui. Mais pour les experts et les responsables qui disent qu'aujourd'hui, il faut reprendre à zéro. C'est impossible, c'est une folie de reprendre à zéro. D'abord, les banques libanaises ont une mémoire institutionnelle. Mais c'était planifié de redonner des licences à de nouvelles banques et d'éliminer le secteur et d'éliminer les banques octroyer des licences, octroyer quelques nouvelles licences, ce n'est pas faux. Mais ce serait un suicide collectif de supprimer et de mettre en banqueroute les banques existantes. Parce qu'elles ont une expérience collective accumulées. Elles ont une mémoire institutionnelle. Elles connaissent le pays depuis 100 ans. Et donc, de fond en comble. Elles ont des relations privilégiées avec les banques correspondantes. Ce qui fait qu'il faut les protéger, surtout que cette faillite n'est pas de leur fait. Leur seule erreur, c'est d'avoir mis des dépôts, où ça? Non pas au casino, chez le régulateur, à la Banque centrale. Est-ce que ça, c'est une raison suffisante pour mettre les banques libanaises en faillite? Donc, certainement. Vous voulez me dire? Et donc, je veux dire qu'on va préserver les banques libanaises. Les plus faibles devront sortir du marché. Les autres, qui sont une majorité, pourront continuer. On leur donnera le temps de se mettre debout, de se recapitaliser et, s'il le faut, octroyer de nouvelles licences. Moi, je n'ai aucun problème à ce qu'il y ait une réjuvénation, une rénovation du secteur bancaire, un rajeunissement du secteur bancaire, mais on ne peut pas commencer à zéro. Ce serait une folie furieuse, étant donné la très vaste expérience dont jouissent les banques libanaises. Là, je voudrais donner un autre exemple. Dans l'octroi de crédit au secteur privé, les taux de défaut étaient mineurs. C'était de 2-3% avant la crise. Donc, les banquiers libanais ont bien fait leur métier. Et encore une fois, elles n'ont pas prêté à l'État libanais, elles ont déposé de l'argent à la Banque centrale. Donc, c'est important ce que je vais dire là. Oui, certainement. Autant les dépôts des épargnants dans les banques sont sacrés, par la même logique, les dépôts des banques commerciales auprès de la Banque centrale sont également sacrés. Mais est-ce que vous pensez que c'était planifié la liquidation de l'économie? C'est possible. Là, je n'ai pas... ça veut dire quoi, liquider l'économie? Liquider l'économie, c'est la mettre à bas, de proche en proche, secteur par secteur, comme ce qui s'est passé. Nous voyons que le secteur bancaire est parti en premier.
suivi en grande partie du secteur commercial. Une bonne moitié du secteur commercial est partie. Les plans présentés par le gouvernement Hassan Diab et le gouvernement Najib Mikati, c'était des plans de redressement, de relance ou de liquidation de l'économie? Moi, je les ai appelés à un moment donné des plans de liquidation. Parce que si on voulait vraiment, d'une façon volontaire et éveillée, mettre, disons, en faillite ces secteurs, on ne se serait pas pris autrement. Et là, tout le monde dépend donc du secteur bancaire. Il n'y a pas de credit supply, il n'y a pas d'octroi de crédit sans le secteur bancaire. Il n'y a aucune croissance possible sans l'octroi de crédit. Aujourd'hui, ce que nous voyons au Liban, ce sont des îlots, pas de prospérité, des îlots de reprise. Par exemple, le secteur industriel, généralement, se porte bien et on s'en félicite. Le secteur commercial, d'une façon occasionnelle, d'une façon saisonnière, se porte bien, mais l'argent reste sur place. Parce qu'il n'y a pas de banque pour faire circuler l'argent sur les divers maillons de la chaîne économique, on ne s'en sortira pas avant qu'il y ait une restructuration, mais non pas une démolition, non pas une élimination du secteur bancaire, une restructuration de bonne foi. Et là, la bonne foi est absente malheureusement dans les textes qui circulent, dans les textes législatifs qui circulent ici et là. Passer par le Fonds monétaire est inévitable et à quel coût? Je pense que c'est inévitable. Pourquoi vous pensez, vous n'êtes pas sûr? Ce n'est pas que j'en suis pas sûr, mais je suis de plus en plus convaincu parce que chaque jour, nous entendons de nouveaux intervenants, de nouveaux pays, de nouveaux financiers potentiels qui disent qu'il faut d'abord aller au Fonds monétaire. Mais le Fonds monétaire a commis d'immenses erreurs un peu partout, depuis la grande récession en 2008 jusqu'à aujourd'hui. Regardez ce qui se passe en Égypte, par exemple. L'Égypte en est à son 4e plan avec le FMI. Elle n'est pas sortie d'affaires, loin de là. Malheureusement, le négociateur libanais n'a pas été assez fort, n'a pas été assez musclé dans son rapport de force avec le Fonds monétaire. Le Fonds monétaire vient avec, disons, une solution toute faite, des propositions toutes faites. Le Liban n'a pas su négocier ce qui est mieux pour lui. Vous voyez, on n'a pas su faire du sur-mesure. Mais le Fonds monétaire avait des recommandations. Le Fonds monétaire avait des recommandations, mais qui ne sont pas toutes bonnes. Par exemple, le Fonds monétaire aujourd'hui, pour lui, et là nous en avons parlé avec eux pendant des heures, la question des dépôts est derrière eux, alors que pour nous, elle est devant nous. Vous voyez, c'est une question. Mais c'est pour ça, il faut négocier. Naturellement, moi j'appelle à négocier tous les jours avec le Fonds monétaire, mais malheureusement, le gouvernement et le Parlement n'ont pas su accompagner, n'ont pas su mettre en œuvre les réformes, parce que si on avait fait passer quelques réformes, notamment le capital control, la question de l'allocation des pertes, cela nous aurait donc mis un pied dans la porte et on aurait pu eu un peu de crédibilité pour négocier avec eux. Mais tant que cela n'a pas été fait, on a zéro crédibilité avec eux. Vous êtes encore convaincu que 99% des problèmes du pays viennent de la politique et non de l'économie? Ah oui, certainement. Il y a une certaine hiérarchisation des faits. La faillite est d'abord politique. Ensuite, c'est une faillite financière, c'est-à-dire ça s'est traduit dans des déficits et des dettes accumulées au fil des 3 dernières décennies. Ensuite, il y a eu un problème monétaire, un problème économique, un problème bancaire et ensuite une crise sociale qui fait mal à tous les ménages libanais. Donc naturellement, le premier problème est politique, mais comme je disais au début de notre interview, une partie est exogène, notamment la guerre en Syrie, mais une autre partie revient aux dissensions internes au Liban. Simplement, rappelons-nous que durant les 15 dernières années, il y avait un vide, soit au niveau de la présidence, soit au niveau du gouvernement, soit au niveau du Parlement. Et comment peut-on gouverner un pays sans institutions, dans un pays aussi compliqué que le Liban? Au niveau commercial, après 3 ans au grand effondrement, vous faites quoi aujourd'hui? Comment décrire le secteur aujourd'hui? Est-ce qu'on est en récession? Est-ce qu'on est passé à une phase de relance? Est-ce qu'on s'adapte? On va dire qu'on commence à voir un ralentissement, disons, de l'effondrement du secteur commercial. Parce que durant les 3 dernières années, nous avons perdu... parce que c'est... C'est l'adaptation? C'est l'adaptation? C'est un peu un effort d'adaptation, un peu d'argent venu de l'étranger, disons les expatriés. Ensuite, la moitié de l'effectif, la moitié de la capacité du secteur commercial est sortie du marché. C'est-à-dire des sociétés
des magasins. Ils ont Vous fermé appelez boutique. vous appelez ça une sortie ou bien une correction du marché? Non, pas une, c'est beaucoup plus fort qu'une correction. Une correction donc de 5-10%, ça j'aurais accepté. Mais à partir de 50%, on parle d'un effondrement. Et donc on a vu un véritable effondrement dans toutes les régions libanaises. Et malheureusement, des enseignes qui dataient de père en fils. Elles ont mis la clé sous la porte. Donc aujourd'hui, nous en sommes réduits à notre strict minimum. Je pense qu'à partir de là, on va commencer à revoir une reprise. Pas autant que, disons, dans le secteur de la restauration, où il y a des dizaines de restaurants qui ouvrent chaque mois. Chez nous, c'est encore une hirondelle par-ci, une hirondelle par-là, mais qui ne fait pas encore le printemps. Aujourd'hui, notre prochain objectif, après celui de la survie est, je pense, derrière nous aujourd'hui. Il s'agit de repartir. Le Premier ministre... mais simplement, il n'y a pas assez d'argent pour investir dans la capacité et si vous voulez, dans l'accompagnement de la rénovation. Vous êtes économiste. Le Premier ministre, Najib Mikati, prévoit un taux de croissance entre 3 et 5% pour 2023. Vous pensez quoi? Je pense que c'est réaliste. C'est basé sur l'économie parallèle ou l'économie réelle? Si on prend en compte les deux économies. Parce qu'au Liban, il y a deux économies qui cohabitent. L'économie légale. Mais ça, c'est aussi dangereux. C'est naturellement très dangereux et c'est favorisé encore plus par l'économie en espèces, le cash économique. D'après moi, nous en sommes à peu près 25 milliards entre les deux. 13 à 15 pour l'économie légale et le reste, l'économie illégale. Mais l'économie illégale, et là je tire le signal d'alarme, est en train de marquer des points. À chaque fois qu'il y a une hausse des impôts, à chaque fois que le dollar douanier hausse, c'est la contrebande qui reprend du service et l'activité qui se déplace du légal vers l'illégal. Donc, en tenant compte des deux aspects, légal et illégal, nous en sommes mis à 2-3%. Vous voulez me dire la valeur de l'économie parallèle à combien aujourd'hui? Entre 10 et 12 milliards, selon mes estimations. Et tant qu'il y a le cash économie, tant qu'il n'y a pas un système bancaire qui fonctionne d'une façon régulière, ce chiffre est appelé à augmenter encore, certainement. En tant que commerçant, vous allez aussi subir l'impact de l'augmentation du dollar douanier. Certainement. On passe à 60 000 livres libanaises pour le dollar et comme nos sources nous ont dit qu'on va passer à 90 000 aussi d'ici quelques semaines. Donc quel impact sur le secteur commercial? Un impact terrible. Imaginez-vous que le dollar douanier et même au niveau de la contrebande. Certainement. D'abord au niveau de la contrebande. Donc l'économie grise va gagner du terrain encore une fois. Et ça, ce n'est pas neutre parce que les ressources de l'État, elles viennent d'où? Elles viennent de l'économie légale. Et donc, plus ces sociétés s'affaiblissent et moins elles seront en mesure de payer les diverses taxes. La TVA, l'impôt sur salaire, les impôts sur les revenus, etc. Impôts, taxation, augmentation du dollar douanier en phase de récession ou bien en phase d'effondrement. Ça, c'est l'ABCD de l'économie. Exactement. Ça, c'est une absurdité économique. On ne peut pas faire ça. En temps de récession économique, il faut au contraire lâcher du lest et donner de l'air aux entreprises. Ce qui se passe est exactement le contraire. Imaginez-vous que le dollar douanier aura augmenté de 60 fois en 4-5 mois. C'est une folie. Donc, quel furieuse. impact de l'augmentation du dollar douanier? Taper de plein fouet le pouvoir d'achat des consommateurs et donc la consommation. Ma dernière question. Et la consommation étant le premier moteur de l'économie libanaise, je vous laisse envisager le reste. Ma dernière question au niveau de la correction des salaires dans le privé. Vous êtes responsable dans le privé. Tout à fait. Est-ce que vous allez avoir les capacités de pouvoir couvrir cette augmentation? C'est une bonne question. Nous sommes pris entre l'enclume et le marteau. Nous savons que tout revenu perçu par nos employés n'est pas suffisant. Mais d'un autre côté, ayant vécu ou subi une baisse de notre activité de 70%, nous devons être très près de notre trésorerie. Donc on essaie d'accompagner cela. Nous avons déjà tenu 15 réunions avec la commission de l'indice et ce que nous faisons est le minimum acceptable. Le minimum, je dis bien minimum. En tout cas, bien mieux que l'État. L'État, malheureusement, n'est pas en train de jouer le jeu. Nous sommes en train de lui donner un peu d'oxygène en attendant de trouver la grande solution, la grande solution avec le FMI, qui mettra fin à toutes ces hésitations qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Vous allez accepter un frais de salaire, un frais de transport journalier
à 450 000 livres libanais? Non, nous avons déclaré que nous allons nous en tenir à 250 000. Les 250 000, nous avons fait des études qualitatives et quantitatives et nous nous étions mis d'accord avec la CGTL à ce niveau. L'État est venu surenchérir, mais là je dois dire une chose, que le panier des aides et des revenus dans le secteur privé est relativement plus généreux que celui de l'État, parce que l'État est en train de travailler mois par mois, et donc rien n'est garanti après, disons, le mois prochain. Ensuite, toutes les aides, toutes les augmentations n'entrent pas dans le corps du salaire, donc ne seront pas soumises à des ponctions sociales, alors que chez nous, c'est tout à fait autre chose. Et donc, nous assurons la continuité, alors que l'État vit au petit bonheur de la chance. Nicolas Chammas, président de l'Association des commerçants de Beyrouth et le secrétaire général des organismes économiques au Liban, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour nos téléspectateurs. Vous pouvez revoir l'intégralité de cette émission et de toutes les émissions sur tous nos réseaux sociaux. Au revoir.